Bonjour mes amis, alors tout d'abord, bonne année. Hein, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Hein, nouvelle année, nouvelle barbe. Bon, mais ça c'est un détail, mais c'est important de d'avoir de l'optimisme, même si c'est difficile parfois. Alors, l'explication du titre. Alors, Afuera, c'est évidemment une référence à Javier Milei, le président argentin, qui continue d'avoir une politique très ambitieuse en Argentine et qui réussit bien également. Et les Brigade Walks, alors bon, c'est une référence alors je vais vous avouer, c'est une référence à une mini-série que j'ai regardée il y a très peu de temps, qui s'appelle Extérieur Nuit, qui était sur Arte, et qui est une mini-série italienne, et qui parle de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, et j'en avais parlé sur la résurgence de de mouvements extrémistes radicaux, le terme est exact, mais disons, ce sont des, des, des terroristes d'extrême gauche domestiques, et justement j'en parlerai dans le cadre de cette vidéo pour vous expliquer que on espère que Trump, qui sera bien entouré et bien conseillé, on l'espère, et bien inspiré, fera le nécessaire pour remettre de l'ordre dans tout ça après 4 ans de catastrophe démocrate. Voilà. Alors, allons dans le vif du sujet. Alors, évidemment, 2025 sera-t-elle l'année zéro tant attendue, hein. Là encore, je fais une référence à l'Italie, l'année zéro, donc tant attendue. Alors, tant attendue pourquoi? Pour la fin du wokisme, hein, je viens d'en parler, la fin de la globalisation sauvage, la fin des young leaders du Forum économique mondial de Klaus Schwab, la fin des gaspillages bureaucratiques, en France on sait de quoi on parle, la fin de la répression de la liberté d'expression, ça je vais en parler aussi en détail, la fin de l'immigration de remplacement, ça aussi je vais en parler en détail, la fin des conflits dans le monde, je vais en parler aussi, enfin du moins on l'espère, la fin de l'Union européenne et de l'euro, bon ça c'est un vœu pieux plus qu'autre chose, j'expliquerai aussi pourquoi. La fin de la censure de l'information, bon ça on peut toujours rêver, mais pourquoi pas. Et la fin des pseudo-démocraties pour de vraies démocraties, alors ça c'est parce que, j'en parlerai aussi, c'est les déclarations de Thierry Breton récentes qui sont absolument scandaleuses. Alors, à propos des élections américaines, bon alors, elles ont été certifiées par Kamala Harris le 6 janvier dernier. Alors, j'avais mis des craintes dans des vidéos précédentes sur ce point-là. J'avais peur qu'il y ait des risques de non-certification. Eh ben, j'ai été très surpris parce que non seulement ils n'ont pas contesté les résultats, mais c'est la première fois depuis 52 ans que les démocrates n'ont pas contesté le résultat des élections. Alors, ils avaient contesté la certification des élections gagnées par les républicains en 81 et 85 avec Reagan, en 89 avec Bush père, en 2001 et 2005 avec Bush fils et en 2017 avec Donald Trump. Donc très étrange. Alors pourquoi? Bon, alors là c'est mes hypothèses, mais il peut y en avoir d'autres bien sûr. Euh, D'abord, il faut rappeler que la victoire de Trump a été très nette. Il a remporté le vote populaire ainsi que le vote des grands électeurs. Alors c'est très difficile politiquement et factuellement de contester cela. Mais bon, avec les démocrates, vous connaissez l'expression, les ça ose tout, donc voilà. C'est à cela qu'on les reconnaît. Voilà, donc les démocrates osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Alors, il y a aussi un autre aspect beaucoup plus cynique. Alors là, pour le coup, ce serait une preuve d'intelligence. Ce serait ce qu'on appelle le long game, c'est-à-dire le jeu long, le jeu à long terme. Les démocrates donc prévoient. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu, donc c'est pour ça c'est pas impossible. Donc les démocrates prévoient que Trump va gouverner à gauche. Alors effectivement, il a nommé autour de lui des anciens démocrates, comme Bob Kennedy Jr., Tulsi Gabbard, Elon Musk et d'autres encore. Alors, c'est peut-être un mauvais calcul de la part des démocrates, c'est aussi peut-être un mauvais calcul de Trump, mais il faut souligner que les gens que j'ai nommés sont plutôt des centristes progressistes, ou alors des démocrates old school, un peu
un peu à la manière de Kennedy, hein, donc de l'oncle de Robert Kennedy Jr., John Kennedy, et son père, Robert Kennedy Sr. Bon. Il faut rappeler aussi quelque chose de très très important, et ça c'était Tucker Carlson qui l'avait souligné dans plusieurs de ses vidéos. Trump lui-même est un centriste modéré. Bon, il a du bon sens, c'est tout. Mais c'est ce que les démocrates ont perdu depuis longtemps, et c'est pourquoi plus personne n'écoute les démocrates à part quelques minorités particulières. Alors, de l'autre côté maintenant, les républicains, donc qu'on appelle les rhinos, c'est-à-dire les Republican in name only, sont aussi à la manœuvre contre Trump. Hein, c'est les anti-MAGA, etc. Il y en a beaucoup, hein, d'ailleurs, surtout à Washington D.C. Alors, je vous rappelle que le Sénat américain, c'est l'institution politique qui est en charge de confirmer les nominations du cabinet du président Trump. C'est constitutionnel. Et certains sénateurs républicains traînent des pieds et exigent des enquêtes approfondies sur chaque personne nominée par Trump. Alors, ces enquêtes seraient faites par le FBI, qui est, comme on le sait, comme on l'a constaté, très anti-Trump. Bon, donc, faire rentrer le loup dans la bergerie, c'est un peu dangereux. Alors, si Trump ne réussit pas à les dissuader, alors son cabinet ne sera pas opérationnel le 20 janvier prochain, date de sa prestation de serment et de sa prise de pouvoir officielle. Donc, il avait promis d'avoir un cabinet qui serait opérationnel, je sais pas moi, je sais plus quoi, il a dit 2 heures après sa prise de pouvoir. Je pense que c'est encore une promesse qui va peut-être pas pouvoir tenir. Alors à propos de 2025, bon, alors malheureusement l'année a mal commencé. D'abord, il y a eu un double attentat à la Nouvelle-Orléans et à Las Vegas. Vous avez dû en entendre parler dans les news en France et ailleurs. Alors, mais le mode opératoire, j'ai trouvé, est conforme à Daesh et à ISIS. Enfin, c'est la même chose, mais c'est des noms, des formulations différentes. Les profils des terroristes ont des similitudes. Ce sont d'anciens militaires américains, musulmans ou convertis à l'islam, avec des problèmes mentaux et une haine irrationnelle pour Trump. Bon, donc, mais de là à passer à l'acte, quand même, il doit y avoir quelque chose d'autre. Bon, c'est pour ça que je me suis posé la question, ont-ils été manipulés par une agence américaine à 3 lettres ou par des services secrets étrangers comme les services secrets iraniens? Bon, la question reste posée. Il y a eu une autre question que je me suis posée. Le terrorisme domestique va-t-il encore une fois restreindre les libertés individuelles des Américains et préserver les agences américaines à 3 lettres, encore une fois, qui ne manqueront pas de plaider leur utilité face à la menace, alors qu'ils n'ont pas été en mesure de stopper ces terroristes avant de commettre leurs actes. Donc voilà, encore une fois, des questions, des questions, des questions. En fait, je me pose plus de questions que j'ai de réponses, mais ça, c'est normal vu la complexité de la situation actuelle. Alors, autre phénomène dramatique en ce début d'année 2025, ce sont les incendies à Los Angeles et en Californie du Sud. Il n'y a pas seulement Los Angeles, c'est la grande région de Los Angeles. Alors, il faut rappeler un truc très simple. Ils ont lieu chaque année. Il y a de la sécheresse. Oh, il y a de la sécheresse, pardon, chaque année. C'est dur à dire. En Californie, notamment à Los Angeles, parce que c'est le climat méditerranéen qui veut ça. D'ailleurs, la Californie a un climat extraordinaire. Si c'était pas géré par des démocrates, tout le monde habiterait en Californie. Mais cette année, l'ampleur est exceptionnelle. Alors pourquoi? Alors d'abord, on a arrêté des gens qui mettaient le feu de façon volontaire. Donc c'est criminel. Donc déjà, on peut estimer que c'est la première cause de ces incendies. Il y a aussi un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on a une cause immédiate, mais on a aussi des causes profondes. Là, par exemple, c'est les erreurs commises par les dirigeants, un mauvais entretien des terrains. Je sais qu'en France on fait ça, en Italie on fait ça, on défriche, on fait des incendies contrôlés. C'est ce qu'on fait en Floride d'ailleurs. Quand on se promène en Floride, on a des forêts qui ont été complètement dévastées par le feu, pas parce que c'est une négligence ou un crime, mais parce que c'est les autorités de Floride qui font ça de façon délibérée pour éviter des incendies plus importants. Donc ça, ce sont des feux contrôlés. En France, on le fait très couramment. C'est une pratique très courante. Euh,
Les matériels anti-incendie qui ont été soit donnés à l'Ukraine, soit non renouvelés. Voilà. Euh, euh, le manque d'eau. Hein, on aurait dû construire des réservoirs, oui, pour des raisons écologiques et financières. On a refusé de les faire. Ou alors ils ont été vidés de leur eau pour des raisons inconnues. Euh, la Californie est connue pour avoir des réglementations écologiques tatillonnes et idiotes. Par exemple, on interdit aux Canadaires d'utiliser de l'eau salée parce que ça risque de tuer un petit poisson, ou alors ça risque de tuer les plantes. Bon, voilà. Ça aussi, c'est une des causes profondes. Et il y a aussi, par exemple, le wokisme dans le recrutement des personnels. Ça, j'en parlerai un petit peu après parce qu'il y a des choses à dire là-dessus. Et il y a la baisse des budgets. Bon, ça, j'en ai parlé. Entre autres causes profondes. Ce qui est étonnant, c'est que les médias ont investi des moyens importants afin d'aller sur place. Donc, dans les 5 minutes qui ont suivi les incendies, il y avait des équipes de CNN qui étaient sur place, alors que ça n'a pas été le cas pour les victimes des ouragans. Hein, vous vous souvenez, j'en avais parlé. Par exemple, les deux ouragans qui ont dévasté la Caroline du Nord. Tout le monde s'en foutait de la Caroline du Nord. Alors pourquoi? Bon, moi je pense que c'est parce que la Californie est très démocrate et surtout la région victime des incendies. Et on veut que l'opinion publique soit plus mobilisée et sensible pour les démocrates que pour les républicains. Parce que la Caroline du Nord a voté pour Trump, voilà, donc c'est une façon de punir les républicains. Alors, on avait vu ça avec l'histoire de la FEMA qui voulait pas aider les victimes qui avaient sur leur jardin des panneaux voter pour Trump, etc. Bon, alors Newsom, donc qui est le gouverneur de Californie et qui est aussi un des principaux responsables de cette catastrophe, ne veut endosser aucune responsabilité et blâme Trump pour avoir dénoncé les erreurs commises dans la gestion de la Californie par Newsom. Ça, c'est évidemment comique si ça n'était pas dramatique. Et c'est typiquement un comportement de gauche. Hein. On blâme les autres et parce qu'on ne veut pas prendre la responsabilité de ses propres actes. Et alors, quand on voit ce que DeSantis faisait pendant les ouragans, bon, évidemment, étant floridien, je peux en témoigner. Il faisait plusieurs conférences de presse avant chaque ouragan. Il avait tous ses responsables incendies, les urgences, les médecins, etc., pour donner des conseils et pour dire aux gens attention, évacuez si on vous donne l'ordre d'évacuer, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment une autre façon de gérer les catastrophes naturelles. Et Dieu sait qu'un ouragan, c'est beaucoup moins contrôlable qu'un feu, parce qu'on peut pas stopper un ouragan. On peut arrêter un feu, on peut le contrôler, mais un ouragan, c'est impossible. C'est impossible. Donc voilà. Alors on n'a pas compté les morts encore, mais il y en a au moins une trentaine aujourd'hui à ce jour, et des dégâts matériels qui se chiffrent à des milliards de dollars. Alors à propos du recrutement, hein, j'en avais parlé un petit peu avant, mais je voulais être précis. Les pompiers de la ville de Los Angeles ont comme chef une femme lesbienne, recrutée elle-même par le maire de LA, qui est aussi une lesbienne. Alors vous allez me dire, mais on s'en fout de sa sexualité. Eh bien non, parce que le wokisme recrute. Ça, c'est une comique américaine qui s'appelle Whitney Cummings qui a dit ça. Parmi son dating pool. C'est-à-dire que une fois qu'on a un poste à responsabilité, ses subalternes, etc., on va les recruter en fonction des personnes qu'on voudrait date, c'est-à-dire avec lesquelles on voudrait sortir. Voilà. Et en fonction d'affinités hein, qui n'ont rien à voir avec la compétence ou avec le mérite. Alors ça, c'est beaucoup plus grave, bien sûr. Ça fait partie du wokisme. Alors c'est vrai pour les pompiers de la ville de Los Angeles, c'est vrai aussi pour de nombreux postes à responsabilité au sein des collectivités locales, étatiques et fédérales aux États-Unis. Bon, c'est une petite digression, mais c'est pour vous montrer à quel point on est géré par des gens incompétents et probablement dangereux. Alors la Californie donc du Sud est dévastée, hein, et Los Angeles, et les feux continuent à ce jour. Hein. Mais cette catastrophe aura un impact sur de nombreux aspects de la vie des Californiens et peut-être même de tous les Américains. Les coûts de reconstruction, la fuite des habitants vers d'autres États, ce qui est déjà le cas depuis des années, mais là, ça va probablement accélérer le rythme. Les pillages par des bandes organisées, des maisons évacuées par leurs habitants. Je rappelle que la Californie a une pratique pénale qui est extrêmement, on va dire, légère,
contrairement à la Floride par exemple, qui punit très sévèrement ce genre de choses, à tel point que avant les ouragans, DeSantis avait dit aux gens si vous pillez, vous risquez votre vie. Bon, parce que les gens sont armés en Floride, donc il y a ce qu'on appelle le Castle Doctrine qui permet donc à quelqu'un qui est chez lui de tirer sur quelqu'un qui n'est pas invité chez lui. Voilà. Donc, alors bon, évidemment pas si il commet une erreur en mettant le pied sur le terrain de quelqu'un, évidemment que non. Mais si c'est pour commettre un crime, en général, on les voit arriver en bande. Bah, on peut tirer. Voilà. Donc, et il n'y a pas de conséquences pénales. Alors il y a le coût des assurances, et ça je vais en parler un petit peu après, et il y a la fuite des entreprises. Parce qu'évidemment, si les bureaux, les entrepôts, etc. sont détruits, ben, il est peut-être plus opportun de toucher l'assurance si on est assuré et d'aller reconstruire dans un autre État plutôt que de recommencer en Californie. Ça dépend des entreprises bien sûr, mais bon, vous comprenez l'idée. Alors, un petit scandale dans le scandale, comme il faut jamais laisser passer une opportunité ou une bonne crise, les démocrates utilisent ces incendies afin de lever des fonds pour ActBlue, qui est une plateforme électorale des démocrates. Donc, effectivement, les gens sont sollicités, même en Californie ou ailleurs, alors d'une façon assez ambiguë, parce qu'on ne sait pas si c'est pour aider les victimes des incendies ou si c'est pour aider les démocrates. Voilà, toujours cet aspect démoniaque. Hein, démocrate et démoniaque, ça commence toujours par les mêmes lettres. Alors, à propos des compagnies d'assurance, alors celles qui sont présentes en Californie, parce que certaines ont quitté la Californie déjà, ont perdu une partie de leur valeur à la bourse. Effectivement, il est possible qu'après cette catastrophe, certaines soient contraintes de déposer le bilan et entraîner dans leur sillage d'autres sociétés. Parce que si elles doivent rembourser les dégâts liés aux incendies, ça va leur coûter très très cher. J'ai dit que c'était plusieurs milliards. Je pense que ça chiffrerait plutôt en plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc ça risque de mettre à mal pas mal de compagnies d'assurance qui n'ont pas la surface financière ou les contrats de réassurance pour se couvrir. Et ça peut arriver, bien sûr. Vu l'ampleur des dégâts, ça m'étonnerait pas. Bon, à suivre évidemment, mais alors, dans la mesure où les quartiers de Los Angeles dévastés par les incendies sont peuplés de gens très affluents, alors acteurs, hommes d'affaires, célébrités, comme Malibu, Pacific Palisades. Alors je fais une note là-dessus, attention, il y a Pasadena et Altadena qui ont été aussi touchés. J'ai un ami qui habite à Altadena et qui m'a dit que c'est pas une célébrité, c'est quelqu'un de normal. Et il y a des gens des classes moyennes, voire des gens pauvres qui habitent à Pasadena et à Altadena. C'est d'autres quartiers de Los Angeles. Mais c'est vrai que Malibu et Pacific Palisades sont des gens très riches, etc. Je crois que Johnny Hallyday avait sa maison là-bas, Patrick Bruel, pour citer des célébrités françaises, vivantes ou mortes. Il y a James Woods qui lui a sauvé sa maison, il a eu de la chance. Il y a Mel Gibson, il y a Robert Redford, enfin bon bref, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc ces gens-là ont des moyens de faire bouger les choses politiquement après le désastre. Ils peuvent influencer par leur nom, par leur argent, etc. Dans la mesure où ils décident évidemment de rester, de rebâtir et de rester dans leur quartier. Bien sûr, ils pourraient aussi quitter carrément la Californie, mais là, c'est pas trop l'hypothèse que j'envisage ici. Il faut savoir aussi qu'en matière d'assurance, de nombreux propriétaires ne sont pas assurés. Alors pour plusieurs raisons. Les primes d'assurance sont trop chères, ou leurs biens ne sont pas assurables. Il y a des maisons en Californie qui ne sont pas assurables. Ou bien, ça je sais que ça existe notamment en Floride, si on a payé le prêt immobilier, si le prêt immobilier est remboursé totalement, on n'a aucune obligation légale d'être assuré sur la maison pour être clair, beaucoup de propriétaires effectivement ne sont pas assurés parce que ils n'en ont pas l'obligation. Mais c'est un risque énorme, notamment dans le cas d'un incendie ou une catastrophe naturelle. Mais bon, il y a des gens qui prennent le risque. Autre chose, ceux dont les maisons ont été détruites et qui cherchent à se reloger ont vu les loyers augmenter substantiellement.
Évidemment, les propriétaires de maisons qui n'ont pas été détruites ou dans des quartiers qui ne sont pas touchés par les incendies profitent de la situation et abusent de leur situation. Mais ceci risque d'être poursuivi par les autorités californiennes pour abus parce que il y a des lois qui empêchent en Californie d'augmenter le loyer de plus de 10%. Enfin bon, on verra si là encore le système judiciaire californien est efficace ou s'il est laxiste comme en matière pénale classique. Bon. Alors maintenant on va passer à un tout autre sujet. On va parler de Facebook. Alors, après l'élection de Trump en novembre, Mark Zuckerberg est allé à Mar-a-Lago, donc à Palm Beach, rencontrer Trump. Puis, il a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'il mettait fin aux fact-checkers et, ça m'a fait rire, et aux tampons dans les toilettes des hommes de son groupe. Bon, plus sérieusement, il a indiqué que il restaurait ainsi la liberté d'expression sur Facebook. Alors c'est drôle parce que je connais beaucoup de gens qui ont été virés de Facebook, surtout pendant l'époque du Covid, pour des raisons diverses et variées, hein, que je ne n'étalerai pas ici, mais que vous pouvez imaginer très facilement. Alors cela veut dire, en d'autres termes, que la liberté d'expression n'existait plus sur Facebook. Bon, mais ça c'est pas une nouvelle extraordinairement euh, importante parce qu'on le savait déjà avant. Alors Zuckerberg a affirmé avoir subi des pressions de Biden pour supprimer des publications concernant le Covid-19. C'est ce qui a expliqué les gens qui ont été virés de Facebook. Les mêmes pressions ont été exercées sur les autres plateformes comme Twitter, mais avant le rachat par Elon Musk. Et tout cela au nom, évidemment, de la désinformation, de la démocratie, blablabla. Bon. Alors Zuckerberg a aussi nommé un proche de Trump au conseil d'administration de Meta. Meta est le groupe qui possède notamment Facebook. Donc ça, c'est un signe, on va dire, d'allégeance. Alors la réaction de Biden, alors ça c'est très intéressant, il a dit que c'était honteux d'arrêter le fact-checking. Bon. Mais c'était pas honteux de censurer les Américains. Hein. Alors pourquoi Zuckerberg fait-il cela maintenant? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce un calcul politique afin de plaire à Trump? Peut-être. Est-ce un moyen pour Zuckerberg de se venger des démocrates, vu on lui a mis la pression pendant le Covid? Peut-être aussi, c'est possible. Est-ce une décision managériale afin de reprendre des parts de marché perdues par Facebook et au profit de Twitter, de X? Oui, peut-être aussi, oui, peut-être. En tout cas, Zuckerberg a aussi révélé que la CIA, entre autres, peut lire les messages sur WhatsApp s'ils le veulent. Donc méfiez-vous de WhatsApp. Alors certains vont vous dire oui, mais les messages sont encryptés, donc bon, ouais. Enfin, encryptés si on a la clé et si on a de bons logiciels de décryptage. Bon, à mon avis, ils en sont dotés. On peut avoir un œil dessus. Ou alors si on utilise le logiciel Pegasus on installe Pegasus sur un mobile ou un ordinateur. Là, on peut lire pas mal de choses. Bon, des journalistes américains de gauche, bon, c'est pas la peine de donner leur nom puisque vous les connaissez probablement pas et ils ne méritent pas d'être connus, affirment que le gouvernement américain doit censurer l'information et réduire au silence des citoyens américains. Donc là encore, on voit que la gauche est totalitaire, autoritaire et liberticide, même aux États-Unis. Je dirais même surtout aux États-Unis. Les agences américaines de renseignement ont utilisé les réseaux sociaux dans un effort de contrôler le monde, en tout cas l'information qui circulait dans le monde. Cette censure et ce contrôle menacent la liberté d'expression, ça c'est sûr, et c'est pourquoi Trump veut et doit mettre un terme à ces pratiques. Mais on verra bien s'il en est capable. Alors, autre thème important, c'est l'immigration aux États-Unis. Alors, j'avais fait deux vidéos sur le système d'immigration aux États-Unis, mais là, je voulais utiliser une polémique récente et au travers d'un autre exemple, vous montrer comment ça se joue concrètement. Alors, on a vu que l'immigration illégale a beaucoup augmenté depuis 2021, donc depuis que Biden est président. On compte environ 11 millions d'illégaux américains. Alors, c'est un chiffre officiel aux États-Unis. Alors, c'est un chiffre officiel, donc c'est sous-estimé. C'est impossible de savoir combien il y en a, mais je pense qu'on peut largement doubler, peut-être même oser tripler le chiffre. Bon.
Il est difficile de mesurer l'impact de cette présence d'immigrants illégaux, mais alors on peut le faire en termes de criminalité, puisqu'il y a des statistiques précises là-dessus. Hein, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais oui, les États-Unis ont des statistiques en matière de nationalité et de race, et en matière d'hébergement dans les villes dites de refuge comme New York et Chicago, puisque ces villes-là donnent l'hébergement, et donc on sait à peu près combien de personnes elles hébergent à un instant T. Euh, alors, une polémique est apparue sur X après un tweet de Elon Musk et de son colistier qui s'appelle Vivek Ramaswamy ou un nom comme ça, je sais jamais. Les noms indiens en général, à part Patel, je sais pas les prononcer. Alors, c'est sur les travailleurs H1B. Alors, j'avais fait aussi une vidéo là-dessus sur les H1B parce que c'est un visa assez intéressant. Justement, qu'est-ce que c'est? H1B est un visa de travail octroyé à des travailleurs qualifiés dans des domaines spécifiques où la main-d'œuvre locale est difficile à trouver ou en pénurie sévère. Alors, on pense surtout à la high-tech ou IT, Information Technology. D'après certaines études, les H1B prendraient de 25 à 33% des nouveaux jobs en IT et contribuent à garder les salaires dans ce secteur plus bas qu'ils ne devraient l'être, puisque bon, ce sont des compétences techniques assez élevées, donc les salaires devraient être plus hauts. Alors, qui sont les travailleurs qui obtiennent ces visas H1B? Sont en majorité des Indiens. Alors, j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Alors, ce sont des Bollywood indiens, pas des casinos indiens. J'avais fait une vidéo là-dessus qui était un peu humoristique, mais qui expliquait bien pourquoi je faisais la différence. Alors, cette stratégie menée par les employeurs avec la complicité du gouvernement est risquée. D'abord, elle met en péril les compétences des Américains qui ne peuvent pas trouver de travail dans ce secteur, donc qui refusent de faire des études dans ces domaines puisqu'ils ne trouvent pas de travail. Et, aussi, c'est un risque de sécurité nationale parce qu'il y a un risque d'espionnage industriel et technologique. On a récemment arrêté un ingénieur iranien qui avait un, un visa H1B et qui avait espionné, je sais plus quelle technologie, au profit de l'Iran justement. Alors on a reproché aux employés et aux candidats américains, alors c'est ça en fait la polémique, euh, d'avoir un QI plus bas, un quotient intellectuel plus bas que les Indiens, qu'ils étaient feignants, pas assez qualifiés, pas assez compétents, et que leurs demandes salariales sont trop élevées. Bon, alors évidemment c'est insultant pour les Américains en général, et c'est pour ça qu'il y a eu une réaction très vive sur X par des conservateurs, mais on peut, et d'ailleurs on doit, critiquer le système éducatif américain, qui effectivement n'est pas très bon et descend, surtout dans les classements PISA. À part quelques universités, on peut dire effectivement que le niveau baisse. Et surtout en matière de STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, etc. Et, euh, et à cause aussi de la politique de DEI, j'en parlerai plus tard. Parce que, notamment, pourquoi? Vous allez voir, c'est très simple. Les Indiens d'Inde sont considérés comme une minorité, donc parfait pour la politique de DEI. Voilà. Donc ce clash sur X, donc entre conservateurs MAGA et Musk, pourrait déboucher sur une dissension sur ce thème, notamment dans le camp MAGA, et servir les intérêts politiques des démocrates, qui pourraient qualifier les MAGA de racistes, etc. Bon, le truc habituel. Alors à ce propos, j'ai lu un article hier là-dessus qui m'a beaucoup intéressé. Une opposition de droite à Trump a l'air de se constituer sous la direction de Steve Bannon, qui est un ancien conseiller de Trump. Donc c'est ce qu'on appelle le alt-right. Je sais pas exactement en quoi c'est alternative right, mais bon, on appelle ça la alt-right. Alors ce qui motive Bannon, c'est de voir que les anciens démocrates de la Silicon Valley ont rejoint Trump massivement pour des raisons pratiques. Et j'en avais parlé à propos de Marc Andreessen dans ma dernière vidéo, je crois, où je disais justement qu'ils avaient peur pour leur business, de perdre le contrôle de leur business au profit des agences à 3 lettres américaines. On a vu ça avec Zuckerberg tout à l'heure. Et n'ont pas forcément rejoint Trump pour des raisons idéologiques.
Je dirais à l'exception peut-être de Elon Musk, mais là encore, Bannon n'aime pas trop Elon Musk et a des doutes sur. J'avais fait une vidéo sur Musk d'ailleurs que j'avais appelé mi-ange mi-démon et je maintiens. Je pense qu'il y a les deux parties chez lui, vu qu'il a, bon, il est Asperger, mais à un très très haut niveau. Donc on peut estimer qu'il a une certaine bipolarité. Aussi, Trump a nommé par exemple un protégé de George Soros au poste de secrétaire du Trésor. Hein, c'est à peu près l'équivalent du ministre de l'économie. Ce qui inquiète aussi le mouvement MAGA alt-right. Bon, donc à suivre là encore, on verra bien. Alors justement, je parlais à l'instant de DEI. Alors DEI, ça veut dire Diversity, Equality, Inclusion. Au travers d'un autre exemple, on peut mieux comprendre pourquoi Trump veut tuer le wokisme au travers du DEI. Donc un an après les émeutes, je vais vous donner un exemple très simple, vous allez voir, c'est étonnant. Un an après les émeutes de Black Lives Matter, les sociétés du S&P 100, c'est-à-dire les 100 plus grosses entreprises cotées à la bourse, ont créé plus de 300 000 jobs. Et 94% de ces jobs ont été octroyés à des personnes de couleur. Je rappelle que les statistiques raciales aux États-Unis sont obligatoires pour lutter contre les discriminations. Ça, c'est un paradoxe assez intéressant. Donc, depuis février 2020, les Blancs ont perdu 904 000 jobs, les Hispaniques ont gagné 2 millions de jobs, les Noirs ont gagné 768 000 jobs, et les Asiatiques, alors on comprend toute l'Asie, hein, ça va du Pakistan à la Chine, etc., ont gagné 882 000 jobs. Bon. Donc ces outils statistiques permettent aussi de constater que la discrimination raciale aux États-Unis s'exerce dorénavant à l'encontre des Blancs sans que personne ne réagisse. On n'a eu aucune organisation humanitaire ou aucun média qui n'en a parlé réellement. Alors donc il existe un bon et un mauvais racisme, et c'est pourquoi Trump veut éliminer ce wokisme et cette politique de DEI. À propos du savonnage de planches et de politique de pilules empoisonnées menée par Biden, on a ici un problème de fond qui se pose depuis en fait la création des États-Unis. Le problème, c'est que le délai qui sépare l'élection et la prise de pouvoir est d'environ 2 mois et demi. Hein, elle a lieu début novembre, l'élection a lieu début novembre, et la prise de pouvoir le 20 janvier, environ. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 2 mois et demi. Alors, c'était justifié au 18 et 19e siècle parce que les déplacements étaient plus lents, évidemment. Mais c'est plus le cas aujourd'hui avec toute la technologie. Bon, mais apparemment personne n'est intéressé pour changer cela. On pourrait faire un amendement constitutionnel et ce serait pas trop difficile à faire, surtout sur ce point très précis. Mais bon, apparemment, trop compliqué. Ou alors ça n'intéresse personne. Donc c'est cette période de transition qui pose un problème. C'est pour ça que j'appelle ça le savonnage de planche. Parce qu'en 2 mois et demi, l'administration précédente peut pourrir pour prendre des décisions qui vont nuire à la prochaine administration. D'ailleurs, je vais faire une liste de ça. Donc les actions de Biden, enfin les actions que Biden vient de prendre afin de pourrir la vie de Trump, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Biden a encore envoyé 6 milliards à l'Ukraine. Biden a interdit le forage pétrolier et gazier au large des côtes américaines. Alors on va me dire ouais, mais c'est bien pour l'environnement. Oui, mais enfin bon, il y a quand même une marge entre respecter l'environnement et être indépendant énergétiquement. Enfin bon, il y a quand même pas mal de progrès technologiques, il y a des surveillances, il y a pas mal de protections qu'on peut mettre en place. Biden a gracié donc de nombreux criminels, dont Sophie Center. Donc ça aussi, ça peut poser un problème de sécurité, un scandale. D'ailleurs, à propos de Sophie Center, c'est un scandale qui a été peu évoqué par les médias, alors qu'il a fait une liste longue comme le bras de crimes et de délits. Biden débourse des fonds pour des programmes écologiques qui favorisent ses alliés politiques. Bon, mais ça, c'est classique chez les démocrates. Biden accélère la confirmation des juges fédéraux de gauche afin de rendre difficile l'action politique de Trump. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on a des juges fédéraux qui sont plutôt à gauche, quand on est une organisation plutôt à droite, on va avoir du mal à avoir
une décision favorable. Biden veut instaurer une interdiction sur les cigarettes et l'alcool, afin de protéger la santé des gens et surtout les moins de 21 ans. Bon, là encore, c'est du paternalisme à l'état pur. Connaissant les enfants aux États-Unis, les enfants de moins de 21 ans pourront toujours obtenir de l'alcool ou de la cigarette avec un copain qui en a plus de 21, qui a plus de 21 ans. Ça, c'est un grand classique. D'ailleurs, les films américains sur les jeunes parlent de ça en long, en large et en travers. Alors, Biden veut forcer la vente ou la fermeture de TikTok. Bon, ça, on va en parler dans les semaines et les mois qui suivent, au prétexte que ce réseau social serait une arme de propagande entre les mains du gouvernement chinois. Alors, ce que je vous ai dit sur Facebook devrait vous faire penser à une blague, parce que vu ce que le gouvernement américain faisait avec Facebook et Twitter, euh, c'est quand même risible. Alors Biden a demandé à la Fed, donc à la Réserve fédérale américaine, de vendre les obligations du Trésor, une partie du moins, qu'elle détenait dans ses livres. La Fed fait cela donc afin de réduire l'offre de monnaie dans l'économie, mais cela entraîne une hausse des taux d'intérêt, donc une baisse de la bourse, car le rendement des obligations sans risque est plus élevé que celui des actions des sociétés cotées. À la bourse, on fait toujours un arbitrage entre le risque et le rendement. Donc voilà. Cela entraîne également une baisse de l'activité économique afin de combattre l'inflation, puisque les taux d'intérêt étant plus chers, les sociétés auront plus de mal à s'endetter parce que ça coûte plus cher, tout simplement. L'inflation d'ailleurs qui a repris depuis quelques mois. Notons également que le Japon et la Chine vendent aussi leurs obligations américaines qu'elles détiennent. Alors est-ce que c'est une crise de confiance vis-à-vis du dollar américain, ou bien les obstacles qui sont mis sur le chemin de Trump parce qu'il a une politique économique assez ambitieuse, on verra bien. Bon, juste une note, l'euro a beaucoup baissé par rapport au dollar. Alors c'est pas que le dollar a augmenté par rapport à l'euro, c'est l'euro qui a baissé par rapport au dollar. Hein, que les choses soient claires. Ça ne veut pas dire qu'on a plus confiance au dollar dans l'absolu. C'est que par rapport à l'euro, le dollar a plus de valeur que l'euro, donc a plus de potentiel. Bon, j'en parlerai un petit peu plus tard sur l'Europe, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Notons également que la dette publique américaine a beaucoup augmenté sous Biden. Bon, alors toutefois, et ça je veux le rappeler parce que c'est très important, le problème de la dette américaine n'est pas le problème des États-Unis, mais des pays qui détiennent de la dette américaine sous la forme d'obligations. Dans la mesure où le dollar américain est la monnaie monde, et que tout le monde a besoin de ce dollar afin de faire du commerce et afin d'acheter et de vendre des matières premières qui sont souvent cotées en dollars, les excédents en dollars tirés du commerce international doivent être investis dans la même monnaie, donc en obligations américaines ou en actions ou en tout autre actif libellé en dollars. Cela permet donc à l'économie américaine d'être en partie soutenue par ces investissements étrangers, évidemment. Mais cela fait porter le risque sur ces mêmes investisseurs étrangers. D'autre part, le gouvernement américain doit voter chaque année son budget, lequel n'est pas couvert par ses revenus hors emprunt. En d'autres termes, le gouvernement américain dépense l'argent qu'il n'a pas. Alors, comme il existe un plafond de dépenses que le Congrès doit relever chaque année, au risque de bloquer le fonctionnement du gouvernement faute de fonds, Trump veut éliminer ce plafond de dépenses afin de ne pas être pris en otage par les élus, qu'ils soient démocrates ou républicains. Alors, soit dit en passant, les démocrates sont toujours pour plus de dépenses, hein, mais évidemment dans des domaines qui ne sont pas compatibles avec les républicains en général. En même temps, Trump veut diminuer la taille du gouvernement américain, donc les dépenses, en coupant les budgets de chaque ministère. Hein, c'est le célèbre DOGE, Department of Government Efficiency. Bon, alors ça risque d'être un vœu pieux, car le gouvernement américain est une énorme machine dont l'inertie et la puissance et l'influence sont très importants. Et elles peuvent menacer la politique budgétaire et les réductions administratives de Trump, par des grèves par exemple, ou par du sabotage administratif. Alors à propos de sabotage ou d'impunité du gouvernement, je vais vous donner un exemple
Je suis tombé dessus il y a pas longtemps. Le directeur de l'ATF, je lui expliquerai ce que c'est, vient de prendre sa retraite. Alors l'ATF, c'est le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, qui est en charge d'appliquer les lois et réglementations fédérales concernant l'alcool, le tabac, les armes, les explosifs et les incendies volontaires. Alors, probablement, c'est des agents d'ATF qui vont enquêter sur ce qui s'est passé en Californie. En cadeau pour sa retraite, il reçoit en riant 80% de la carcasse inférieure d'un fusil AR-15. Bon, alors je vais pas expliquer ce que c'est. Vous regardez AR-15, c'est ce qu'ils appellent un fusil d'assaut. Enfin, ça c'est un terme stupide, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas dit à fusil d'assaut, mais j'ai dit fusil. Cela constitue en principe une violation de plusieurs lois fédérales. L'agent qui lui remet ce cadeau lui précise que cette carcasse est intraçable et non enregistrée. Donc, ceux qui enfreignent la loi ne sont pas forcément les délinquants, en disons pas toujours, mais aussi et surtout, alors je mets un point d'interrogation, les agents du gouvernement. Ça laisse à désirer tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Alors en Ukraine, donc la guerre continue malgré les déclarations de Trump et la volonté de Trump et de Poutine de discuter un arrêt des hostilités. La Suisse est même prête à accueillir les deux leaders pour des discussions de paix, donc ça c'est une bonne chose. Alors, il faut pas oublier que les Américains n'ont pas donné de matériel militaire à l'Ukraine. Enfin, pas tout le matériel militaire a été donné à l'Ukraine, mais l'ont vendu au terme du Ukraine Democracy Defense Land Lease Act. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le regarder, hein, c'est assez intéressant. La même chose a été mise en place par l'Union européenne, hein, soit dit en passant. Si le conflit s'achève, l'Ukraine devra en rembourser. Et si certains pays ont garanti ces prêts, je n'en sais rien, mais c'est possible, alors ils seront appelés à payer si l'Ukraine fait défaut. Dans tous les cas, ces remboursements ou l'absence de ces remboursements, auront un impact important sur les économies de l'Ukraine et ou de ses garants. Dans le cas d'une remise totale ou partielle de la dette ukrainienne par l'Union européenne ou par les Américains, mais je doute que les Américains fassent ça, parce que business is business, cela risque de coûter très cher aux pays membres de l'Union européenne, surtout dans le contexte économique actuel qui est très difficile. Alors, on pense à la crise qui touche l'Allemagne notamment, et la France bien sûr. Alors, à propos d'Allemagne, les dirigeants allemands ont accusé Elon Musk d'ingérence dans les élections allemandes fédérales qui sont prévues pour le 23 février prochain. Musk a d'ailleurs organisé il y a quelques jours une réunion virtuelle sur X avec le leader de l'AfD, qui s'appelle, je crois, Alice Weidel ou un nom comme ça, le parti qui semble être le mieux placé pour remporter ces élections fédérales. Alors l'AfD, alors le programme est très simple. L'AfD veut sortir de l'Allemagne de l'Union européenne, de l'euro, reprendre le chemin de Moscou afin d'acheter à nouveau du gaz russe et remettre en marche le pipeline Nord Stream, hein, qui a été détruit par on ne sait pas qui, expulser, enfin je sais mais vous le savez, hein, expulser les immigrants illégaux et remigrer les autres, et arrêter les éoliennes. Euh, alors les élections allemandes seront-elles libres ou bien les urnes seront-elles bourrées afin de préserver la démocratie? On verra bien. Et je parlerai de ça après d'ailleurs, sur un autre sujet. Le Groenland. Alors Trump veut récupérer le contrôle, enfin veut contrôler, pas récupérer parce qu'ils l'ont jamais eu avant, mais veut contrôler le Groenland. Alors il y a un intérêt stratégique. D'ailleurs c'est assez intéressant parce qu'avec le Groenland, on n'a pas besoin de l'Angleterre comme base européenne. Ça présage de quelque chose de très très inquiétant pour l'Angleterre. J'en parlerai aussi après. Et aussi, bon, il y a un intérêt économique. Il y a des ressources naturelles au Groenland, bien sûr. Les leaders du Groenland sont d'ailleurs prêts à négocier avec Trump à ce sujet. Ça, c'est très intéressant. Si Trump veut aussi la Corse, la Sicile, la Sardaigne, Malte ou l'île de Rhodes, que feront les Européens? Ben justement, j'essaie de répondre à la question dans le point suivant. C'est l'attitude, en regardant un peu l'attitude des Américains vis-à-vis des Européens. Avec von der Leyen et les autres leaders européens, l'Union européenne et toute l'Europe est sous la tutelle américaine. En fait, l'opinion qu'ont des leaders US, qu'ont les leaders US vis-à-vis des Européens est cinglante et sans appel. Les Américains méprisent les Européens pour leur servilité à leur égard. C'est ce qu'a dit, comment il s'appelle, Emmanuel Todd récemment dans une émission. Et il a totalement raison. Un exemple de servilité, le Digital Service Act de l'Union européenne permet à des fonctionnaires de l'Union européenne
de censurer l'expression des citoyens européens, alors notamment, hein, pas exclusivement, mais notamment sur demande du gouvernement américain. Plus généralement, l'Union européenne a les moyens d'influencer les élections des pays européens. Ben, c'est ce que vient de dire Thierry Breton, d'ailleurs, ancien commissaire. Il a affirmé lors d'une interview que l'Union européenne pourrait annuler les élections fédérales allemandes, dont j'ai parlé il y a quelques secondes. De la même façon qu'elle les a annulées en Roumanie. Alors, Breton a été qualifié de tyran dans un tweet de Musk. Bon. Mais ça pourrait peut-être arriver en France. Hein. Qui sait? Alors, à propos d'un autre pays manipulé par l'Union européenne et les États-Unis, la Géorgie. Alors, l'ancienne présidente de Géorgie, Madame Zurabishvili, a annoncé toujours exercer la présidence de son pays alors qu'elle a été battue par un parti nationaliste. Alors, Madame Zurabishvili et donc, semble être la marionnette de l'Union européenne et des États-Unis. Elle fait partie du dispositif dit des révolutions oranges, mis en place par la CIA notamment pour noyauter et contrôler les pays de l'ancien bloc soviétique et nuire à la Russie. Bon, donc là encore, que va-t-il se passer en Géorgie? Nous verrons bien. Le canal de Panama. Alors Trump veut aussi ajouter à son futur tableau de chasse le canal de Panama. Il veut récupérer le canal. Là, dans ce cas-là, il veut le récupérer. L'histoire du canal de Panama est passionnante. Hein, je recommande une lecture là-dessus. D'ailleurs, il y a un très bon film là-dessus, c'est Le Tailleur de Panama de 2011, d'après John le Carré. Très bon film, très bon livre, recommandé chaudement. Les Américains ont compris le relais des Français en 1904 afin d'achever la construction du canal, puis l'ont contrôlé jusqu'en 1977, date à laquelle le président Carter l'a transmis à Panama. Le canal est stratégique et c'est pourquoi Trump veut reprendre son contrôle. Alors à propos de Carter, donc celui-ci vient de mourir à l'âge canonique de 100 ans. Il a été l'un des plus mauvais présidents de l'histoire des États-Unis après Biden, sans aucun doute. Alors, sa politique étrangère a été catastrophique, à la hauteur du désastre économique que les USA ont connu lors de son unique mandat présidentiel. Il faut revoir les queues dans les stations-service, parce qu'il y a eu des pénuries d'essence, enfin il y a eu des tas de choses qui sont passées sous Carter, et ça a été catastrophique. D'ailleurs, et à propos de politique étrangère, alors je parle même pas du Panama, il faut parler de l'Iran, notamment la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran, qui est très bien décrite dans le film Argos, très bon film que je vous recommande également. Alors, je parlais tout à l'heure de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. Alors, l'élection des travaillistes a conduit ce pays à mettre en prison des Anglais de tous âges pour des propos tenus sur les réseaux sociaux, alors que des gangs de Pakistanais ont pendant des années violé, torturé, tué des centaines de jeunes femmes blanches notamment, ou des jeunes hommes blancs, sans que la police et la justice britannique ne fassent quoi que ce soit. Alors, ils avaient peur de paraître racistes, par lâcheté politique, ou par désir de garder un électorat fidèle. Eh oui, hein, pour garder son poste, tout est possible. Les médias anglais aussi ont été très silencieux sur ce point. La liberté d'expression est également menacée au Royaume-Uni, comme je l'ai dit précédemment. Alors la situation économique n'est pas meilleure puisque les impôts vont augmenter et le Royaume-Uni semble entrer en crise économique. Donc c'est un pays qui n'est plus aussi attractif. Là encore, jusqu'où vont-ils descendre? Je ne sais pas. À propos de pays qui descend, le Canada. Alors Justin Trudeau vient d'annoncer son intention de démissionner du poste de Premier ministre et de président du Parti libéral canadien. Toutefois, il reste au pouvoir et aucune date n'a été fixée pour les élections fédérales. Alors pourquoi Trudeau a démissionné? Ça c'est très intéressant. Alors Trudeau a perdu des soutiens au sein même de son gouvernement et de son parti. Après 10 ans au pouvoir et une politique économique et d'immigration catastrophique, la colère monte au Canada. Alors je pourrais comment dire, élaborer là-dessus, mais tout simplement quand un pays de 20 ou 30 millions qui fait rentrer plus d'1,5 million de personnes, voire plus d'ailleurs, ça provoque une crise du logement quand c'est pas préparé, une crise économique, voilà. Donc c'est très problématique, alors que le Canada est un pays très riche. Au Canada aussi, la liberté d'expression a été et est toujours menacée, surtout à l'encontre de ceux qui critiquaient la politique migratoire ou qui critiquent la politique migratoire woke ou qui ont critiqué la politique covidiste extrême menée par Trudeau sous l'inspiration du Forum économique mondial. Alors,
Une lueur d'espoir, Pierre Poilievre, qui est le leader du Parti conservateur du Canada, paraît être en bonne position afin de remporter les élections fédérales. Alors, une note d'humour, entre guillemets, dans leur relation avec les États-Unis, certains leaders canadiens ont émis la possibilité loufoque qu'en cas de droits de douane importants imposés par Trump envers le Canada, hein, puisque c'est discuté actuellement par Trump et ses assistants ou ses conseillers, le Canada pourrait arrêter tout approvisionnement d'énergie et de matières premières stratégiques vis-à-vis des États-Unis. Bon, mais vu la taille des deux pays, on sait qui va céder le premier. Hein. Vous connaissez l'expression de Audiard, hein, quand un homme de 100 kilos parle à un homme de 60 kilos, l'homme de 60 kilos écoute. Voilà, bah c'est pareil. Alors Trump avait posté, alors là aussi c'était drôle, Trump avait posté un mème où le Canada et les USA étaient réunis sous un même drapeau, celui des États-Unis bien sûr. Bon, c'est une note d'humour, mais c'est pas si rigolo que ça, puisque bon, le Canada pourrait très facilement être contrôlé par les États-Unis. Je pense pas que beaucoup de gens s'en plaindraient. Enfin, a priori. Euh, mais il y a quand même des leaders canadiens qui s'inquiètent pour l'unité du Canada, qui est déjà mise à mal. Bon, alors on pense aussi peut-être à l'indépendance du Québec, même si je pense pas que ce soit le vœu des Québécois. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Mathieu Bocoté, qui lui veut l'indépendance du Québec et il y a peut-être une opportunité historique ici. Je ne sais pas, on verra. Le Moyen-Orient. Alors je vais achever ma vidéo là-dessus. En Syrie, donc Bachar el-Assad a été destitué et il a quitté la Syrie pour aller à Moscou. Et il est remplacé par des anciens djihadistes, soutenus par la Turquie et les USA. Alors évidemment, au départ, tout le monde s'est réjoui avant de se demander, mais si si on a été djihadiste un jour, l'est-on pour toujours, même si on soigne son langage et son apparence? C'est une très bonne question. Alors, on peut se poser la question suivante. Est-ce que l'intérêt stratégique et économique de la Syrie est important pour les États-Unis? La réponse est zéro, non. Par contre, la Syrie faisait partie donc de l'axe iranien. Alors, on se pose la question, pourquoi les États-Unis ont-ils soutenu cette destitution? Bien, tout simplement, l'armée syrienne n'a pas opposé de résistance face à ces anciens djihadistes. Une autre question se pose, pourquoi? Y a-t-il eu un deal entre les USA, la Turquie, l'Iran, la Russie, Israël, afin de sortir Bachar? Peut-être, on ne sait pas. Est-ce une façon pour Biden d'allumer un nouveau conflit potentiel dangereux pour la stabilité de la région et qui obligera Trump à intervenir militairement alors qu'il a promis de ne pas faire de guerre ou d'intervention militaire durant son second mandat? Ça aussi, c'est une question légitime. Alors, Israël, Gaza et le Liban. Alors, si le deal en cours de négociation entre Israël et le Hamas est conclu, alors les otages seront libérés. Enfin, malheureusement, ceux qui sont encore vivants. Et la situation redeviendra à peu près normale jusqu'au prochain attentat palestinien. Concernant le Hezbollah, au Liban, si celui-ci est coupé géographiquement de son sponsor iranien, parce que la Syrie est entre les mains d'alliés des États-Unis, il est possible qu'un deal similaire à celui de la Syrie, justement, soit mis en place afin de les neutraliser définitivement. On peut imaginer cette hypothèse-là. L'Iran démola joue sa survie et ceux-ci sont prêts à jeter ses alliés sous le bus afin de garder le pouvoir. Ça, je serais pas du tout étonné. Alors, en conclusion de cette longue vidéo, on voit bien que les changements potentiels qui peuvent intervenir aux USA et dans le monde euh, sont possibles. Biden va rester encore quelques jours à la Maison-Blanche avant de la quitter. Qu'adviendra-t-il de lui? Quelle sera sa marque dans l'histoire? Bon, alors si son état de santé est mauvais, il risque de ne pas survivre très longtemps. S'il a simulé tout cela, ce qui est une hypothèse que certains émettent, alors on aura compris que son but était de s'enrichir, lui et sa famille, de façon indue. Effectivement, on n'a jamais été jusqu'au bout de l'enquête sur Hunter Biden et ses relations avec son père. Et donc le réseau de sociétés et d'associés plus ou moins véreux de la famille Biden reste à faire l'objet d'une enquête approfondie par la justice américaine, si jamais elle a lieu. J'en doute, mais
on sait jamais. Donc ça, si c'est le cas, ça aura un impact très important sur la façon dont l'histoire appréhendera Biden. L'homme qui n'a fait que être élu pendant toute sa carrière, qui n'a jamais bossé. Faut-il avoir un grand espoir dans le mandat de Trump ou faut-il avoir des attentes modestes? Bah justement, c'est une bonne question ça parce que je ne sais pas. Seuls les actes comptent, à mon avis. Et si le wokisme et la politique de DEI sont détruits aux USA, alors tout espoir est permis. Mais la performance économique de Trump sera aussi jugée sévèrement car il a promis la prospérité. Make America Great Again. Voilà. Alors je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, des pouces levés comme on dit, ou alors d'envoyer cette vidéo à vos amis même à vos ennemis d'ailleurs. Ils pourraient apprendre quelque chose, j'espère. Donc je vous souhaite encore une fois une bonne année, tous mes vœux, et à très bientôt. Merci, au revoir.